Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfait. Je propose qu'on démarre parce qu'il est 13h45 et on a 45 minutes avec vous cet après-midi. On est ravis d'être là pour parler de la politique publique de lutte contre les violences qui est portée par le ministère des Sports. Voilà, donc je vais me présenter, je m'appelle Perrine Fuchs, je suis chef du bureau de la protection des publics à la direction des sports. C'est le bureau qui héberge la fameuse cellule dont j'espère vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle la cellule Signal Sport, qui est la cellule nationale de traitement des violences, des signalements de violences dans le sport. Et je suis venue accompagnée de ma collègue Eliette, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Eliette Pinel, donc je suis une des 3 membres de la cellule Signal Sport. Donc cet après-midi, on va passer un petit moment avec vous pour vous parler de cette politique publique qui est portée depuis un peu plus de 4 ans maintenant par le ministère des Sports. Pourquoi un peu plus de 4 ans? Vous le savez, en 2019 et en 2020, on a eu une révolution dans le milieu sportif liée à une enquête disclose, notamment un journal d'investigation qui a sorti plus de 79 affaires de violences sexuelles dans le sport. Puis la publication du livre de Sarah Abitbol en janvier 2020, qui faisait état de violences sexuelles qu'elle avait subies au cours de sa carrière sportive lorsqu'elle était mineure par son entraîneur, et qui a été le signe de la fin de l'omerta sur ces sujets de violences à caractère sexuel dans le sport. Et c'est à ce moment-là que l'ancienne ministre Oksana Maracineanu a décidé de prendre en compte à bras-le-corps cette thématique. D'une part pour traiter les signalements qui arrivaient massivement à la cellule. C'est ce qu'on appelle le MeToo dans le sport, très concrètement. Il y en a eu dans plusieurs sphères sociales. On a eu notre MeToo dans le sport et il continue d'exister aujourd'hui. Et c'est suite à donc la Convention nationale de lutte contre les violences qui a eu lieu en février 2020, juste après la publication du livre de Sarah Abitbol, qu'a été créée la cellule Signal Sport, qui, du coup, très concrètement... ce sont 3 agents de mon bureau qui traitent les signalements de violence qui nous arrivent dans toute la sphère sportive. Voilà, donc il y a un peu plus de 4 ans d'existence. La cellule avait vocation, lorsqu'elle a été créée, à recevoir l'afflux de témoignages qui arrivaient au ministère, parce que très concrètement, on a fait face à une libération de la parole massive. On vous présentera les statistiques, mais on en est à plus de 1600 signalements reçus au cours des 4 dernières années. L'idée, c'était de pouvoir traiter ces signalements, pas simplement en accusé-réception, mais bien d'en faire quelque chose pour faire cesser les violences dans le sport. Et puis, on a évidemment un rôle de coordination des différentes procédures qui peuvent se mettre en place. On va vous en parler, mais nous, on met en place la procédure administrative, mais on a aussi évidemment des procédures pénales qui peuvent s'engager, des procédures disciplinaires au sein des fédérations sportives qui peuvent s'engager également. Et donc, on a un rôle de coordination de l'ensemble de ces procédures et de centralisation de l'information auprès de la cellule Signal Sport. Voilà, donc on engage les procédures qui s'imposent en partenariat avec d'autres institutions, vous le savez. Il n'y a pas que Signal Sport qui travaille sur les violences, on est de nombreux services publics, mais également des associations partenaires qui s'occupent de traiter ces violences. Je pense au 119, je pense au 3018, lutte contre le cyberharcèlement, les services de police, de justice et évidemment tous les établissements publics qui sont sous la tutelle du ministère, l'INSEP, les CREPS, les écoles nationales, avec qui on travaille régulièrement, puisque effectivement les signalements peuvent aussi arriver dans ce cadre-là, les pôles France, les pôles espoirs, des athlètes, des éducateurs qui peuvent être mis en cause pour des faits de violence, notamment à caractère sexuel. Voilà, peut-être que tu veux parler de la cellule élargie rapidement ? Oui, donc comme on traite avec d'autres partenaires, notamment les CREPS, les écoles nationales et l'INSEP, qui est une des institutions les plus connues, on a ce qu'on appelle une cellule élargie, c'est-à-dire en fait un membre ou 2 membres du bureau des fédérations pour avoir un lien avec toutes les fédérations sportives et un membre ou 2 du bureau des établissements, donc là qui regroupe tous les établissements sous la tutelle du ministère. Et donc ça nous arrive d'avoir des signalements sur des personnes qui travaillent dans ces établissements et donc on inclut en fait nos collègues de ces différents bureaux pour travailler sur ces dossiers. On a
également, très important, un référent violence sexuelle dans chacune des fédérations sportives agréées, qu'on en a plus d'une centaine qui sont officiellement nommés par les présidents de fédération auprès de la directrice des sports, qui sont nos interlocuteurs privilégiés pour traiter tous les faits de signalement au sein des fédérations. Et puis évidemment, on a tous les agents en service déconcentré qui vont traiter les procédures administratives sous l'autorité des préfets de département. Voilà, donc très simplement, la cellule, c'est pas juste une adresse mail. L'adresse mail, c'est juste qui centralise l'ensemble des signalements qui vont arriver. Derrière, il y a des dizaines et des dizaines de personnes au ministère des Sports et dans ses services et dans ses écoles qui vont travailler sur les sujets qui nous sont remontés. Alors, qui peut saisir la cellule Signal Sport? Un petit quiz si vous êtes réveillé après ce déjeuner. Est-ce que c'est une adresse grand public? Est-ce que c'est que pour les professionnels? Qui peut saisir la cellule? Quelqu'un sait? Personne sait? Alors du coup, tout le monde peut écrire à Signal Sport. C'est bien une adresse grand public qui a vocation à centraliser l'ensemble des signalements. Hein. Donc signal-sport@sport.gouv.fr, que vous soyez victime, témoin, ayant eu connaissance d'une situation de violence, que vous soyez mineur, majeur, un bénévole, un parent, un responsable du mouvement sportif, un élu, un maire, tout le monde peut écrire à Signal Sport et c'est ce mail qui va déclencher l'ouverture d'un dossier et d'une procédure. Voilà, donc c'est aussi le message qu'on vous invite à véhiculer auprès du mouvement sportif dans vos collectivités. Tout le monde peut écrire à Signal Sport, c'est absolument pas dédié aux administrations publiques et au mouvement sportif. Et on s'engage, j'ajoute qu'on s'engage à répondre même quand ce ne sont pas des signalements qui pourront être traités par nos services, parce que parfois on confond par exemple la danse. Il y a une partie de la danse qui fait partie du sport, des fédérations sportives, et une partie de la danse qui est côté culture. Mais donc on s'engage à la cellule à répondre à tous les signalements, même s'ils ne sont pas bien dirigés, et on réoriente la personne, voilà, pour que tout le monde ait une réponse. Tout à fait. Alors, quel type de violence on peut signaler à Signal Sport? Alors, petit historique, la cellule, elle a très clairement été créée pour répondre au phénomène de violence sexuelle dans le sport et au MeToo dans le sport des années 2020. On avait essentiellement des faits de violence à caractère sexuel qui nous arrivaient. Pensez au livre de Sarah Abitbol, mais il y en a plein d'autres. Donc au départ, on était bien la cellule nationale de traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres types de violences qui nous arrivent. Des violences physiques également, mais des violences psychologiques. Et surtout, on s'est retrouvé au cours des derniers mois à faire face à des signalements de violences, notamment pour des phénomènes d'emprise, de violences psychologiques, donc avec des problématiques de harcèlement, des problématiques liées au poids, des problématiques liées aux réseaux sociaux, voilà, on a des problématiques liées à la relation entraîneur-entraîné, ce genre de choses. Donc en fait, on a décidé d'élargir notre spectre. Aujourd'hui, on traite toujours beaucoup de violences à caractère sexuel, mais pas que, dans une proportion qu'on vous présentera plus tard. Et donc, on s'engage à traiter tous les types de violences, que ce soit du bizutage, du harcèlement, des violences physiques, du cyberharcèlement, tout ce qui est revenge porn, etc. On en a plein, c'est pas que dans les films. Ça arrive aussi. Donc, tout ça, on va traiter à la cellule. Voilà, donc on vous les a mis ici pour que vous puissiez voir ça. On traite aussi des situations de complicité ou de non-dénonciation. On s'est retrouvé avec des énormes dossiers où on se rend compte qu'un président de club en fait, est au courant qu'on a des centaines de victimes de violences à caractère sexuel dans son club. Aujourd'hui, on va traiter aussi ce type de signalement de complicité ou de non-dénonciation de faits, notamment pour des faits aussi graves. Ah ouais, c'est la partie un peu glauque de la présentation. Mais hyper important pour nous de dire que les violences à caractère sexuel, c'est pas que le viol qu'on s'imagine se produire dans une petite ruelle noire avec un homme en cagoule. C'est pas ça la violence sexuelle, en tout cas c'est vraiment pas que ça. Ça recouvre vraiment toutes les situations dans lesquelles une personne cherche à imposer à autrui un comportement à connotation sexuelle. Donc ça va du chantage, de la proposition insistante, du propos sexuel déplacé, évidemment à la violence physique, l'agression sexuelle et évidemment le viol qui est un crime désormais. Voilà, donc nous on va traiter tout ce type de violence et pas que les violences les plus graves. Hein.
Dès qu'on est sur du chantage ou de la proposition sexuelle adressée à un mineur, par exemple, on va considérer que c'est de la violence sexuelle, on va s'en occuper. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a un public mineur très important dans le sport, bien sûr. Et donc un propos sexuel sur un mineur, ça a un effet qu'on se doit de traiter absolument dans un club. Alors, toute la plus-value de la cellule Signal Sport, elle va se trouver ici. On nous dit souvent, ah oui, mais la victime ne veut pas déposer plainte, du coup, vous n'allez rien pouvoir faire, etc. Ou du coup, la fédération ne s'en saisit pas. Bon, pas du tout. En fait, on a différentes procédures qui vont se mettre en place à partir du moment où on va signaler les faits. On a la procédure pénale, on a la procédure administrative qui relève du Code du sport et du ministère des Sports et de ses services déconcentrés, et on a les procédures disciplinaires et des établissements publics, INSEP, CREPS, etc., et les procédures disciplinaires des fédérations sportives. Et selon la situation dans laquelle on va se trouver, il y a une ou plusieurs de ces procédures qui vont être engagées en même temps potentiellement. Je m'explique. Par exemple, un signalement de violence entre deux athlètes, la procédure administrative ne va pas du tout pouvoir s'engager parce que nous, on traite de toutes les formes de violence qui vont mettre en danger les publics. Donc, dès lors qu'un éducateur ou qu'un dirigeant ou qu'un arbitre qui est en face-à-face pédagogique avec des publics va mettre en danger ses pratiquants, là, on va pouvoir intervenir sur le champ du Code du sport. En revanche, deux athlètes entre eux, il se passe un truc. Nous, ça ne met pas en danger les publics au sens large, on ne peut pas intervenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne déclenche pas d'autres procédures, la procédure pénale, la procédure disciplinaire de la fédération, par exemple. Par ailleurs, il y a beaucoup de signalements de violence qu'on traite qui ne sont pas traités au niveau pénal. On n'a pas forcément besoin d'une plainte, déjà parce que nous, on va traiter du comportement déplacé d'un éducateur. Voilà, par exemple, en tant qu'adulte, ramener un gamin chez soi, dans sa chambre, et qu'il ne se passe rien pendant la nuit, c'est pas délictuel ni criminel. Ça ne va pas pouvoir être caractérisé au pénal. En revanche, nous, sur le plan administratif, on va estimer que ce n'est pas un comportement qu'on attend d'un éducateur sportif, que c'est un comportement qui va mettre en danger les gamins et que dès lors, on va estimer qu'une mesure d'interdiction peut être prise. Voilà. Donc même si le pénal n'intervient pas, on peut intervenir. Et par ailleurs, lorsque la victime ne souhaite pas déposer plainte, l'information au parquet et au service de police se fait dans l'autre sens. On va informer, nous, les services de police, dès lors que nous sommes informés d'un délit ou d'un crime, du signalement que nous avons reçu. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout fonctionnaire ou autorité constituée à signaler des faits de violence auprès du procureur de la République. Voilà, donc c'est des choses qu'on fait même si la victime ne souhaite pas déposer plainte. Je finis peut-être là-dessus. Par ailleurs, la procédure administrative a vraiment une finalité préventive. On n'est pas là pour sanctionner un comportement. On n'est pas là pour mettre des amendes, envoyer les gens en prison. Ce n'est pas du tout l'objet de notre procédure. Notre procédure, elle a une finalité préventive, c'est-à-dire que dès lors qu'on estime qu'il y a un risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants, on va prendre une mesure de police administrative, à savoir une interdiction d'exercer auprès des publics mineurs, majeurs ou les deux. Voilà, donc ça a une totale autre vocation qu'une procédure judiciaire qui a une finalité répressive. D'accord ? J'ajoute que dans les dernières statistiques, on a 7% des signalements de violences à caractère sexuel qui arrivent à un procès, non pas à une condamnation, mais à un procès, et que, donc, une statistique très faible pour démontrer la matérialité des faits, etc., alors que dans les procédures administratives que nous, on conduit, dans la mesure où on est sur une finalité préventive, qu'on n'a pas de vocation à trouver des preuves, qu'il suffit d'avoir un comportement qui nous permet de déterminer qu'il y a un risque, on aboutit dans un cas sur deux à une mesure de police administrative. Donc c'est pas parce qu'il n'y a rien au pénal qu'on ne peut rien faire dans nos champs d'action à la cellule, et c'est tout l'intérêt de la mise en place de cette cellule Signal Sport. Oui, et j'ajoute juste, on va y venir après, mais que ça s'applique aussi bien aux éducateurs rémunérés, donc aux professionnels, qu'aux éducateurs bénévoles. Enfin, éducateurs et dirigeants. Voilà. En fait, toutes les personnes qui ont une fonction en responsabilité dans un club, qu'elles soient bénévoles ou rémunérées, peuvent faire l'objet d'une mesure de police administrative.
Exactement, quelqu'un qui intervient dans un club que le mercredi après-midi de 16h à 17h, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de carte professionnelle. Dès lors qu'il va mettre en danger les pratiquants, on va pouvoir intervenir et notifier une mesure de police administrative qui sont notifiées par les préfets de département. On voulait partager quelques chiffres clés de la cellule avec vous, notamment parce qu'on les a présentés à la convention nationale qui a eu lieu le 12 novembre dernier. Le ministre des Sports et la directrice des Sports ont pu présenter ces chiffres. C'est très intéressant parce que c'est une des seules politiques publiques qui s'impose tous les ans de présenter son bilan statistique. Donc tous les ans, on va dire combien il y a de personnes qui sont venues nous chercher, combien on a pris de procédures, quels sont les trous dans la raquette, etc. Donc en l'occurrence, sur l'année 2024, donc, qui n'est pas terminée, 396 personnes, disons 400, ont été mises en cause pour des faits de violence et ont conduit à l'ouverture d'une enquête administrative. C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois qu'on nous écrit. Typiquement, mon gamin, il n'a pas joué dimanche alors que c'était le match de l'équipe 2. Du coup, il subit une violence. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Bon, là, on ne va pas ouvrir d'enquête et on va gentiment renvoyer vers la fédération pour traiter le cas. Voilà, on a aussi ce type de signalement-là qui nous arrive. En revanche, dès lors qu'on a des faits avérés, etc., on va ouvrir une enquête administrative. On a 400 personnes mises en cause cette année, dont 90% d'hommes. Et vous voyez, on a plus de 1500 signalements envoyés en enquête administrative depuis la création de la cellule, c'est-à-dire il y a 4 ans. Parmi ces signalements... Vas-y, Eliette, tu veux... Non, j'allais juste dire que ça augmente beaucoup, ce qui est une bonne nouvelle, en fait, puisque ça veut dire que les gens parlent et non pas qu'il y a plus de faits de violence. Donc on constate, et là c'est des chiffres au 30 septembre, et en fait là déjà si on les refaisait, on aurait encore une augmentation assez exponentielle de ces chiffres. Parmi ces faits de violence, on en a 66% qui concernent des faits à caractère sexuel. Là, à nouveau, c'est lié à l'historique de la cellule qui a été créée initialement pour aspirer ce flux de témoignages liés au MeToo dans le sport. Donc on ne peut pas dire que parmi toutes les violences qui existent dans le sport, il y en a plus de 60% qui concernent des faits à caractère sexuel, mais c'est pour ça que les gens saisissent la cellule Signal Sport. D'ailleurs, ce chiffre est en baisse systématique tous les mois. On était à 80 l'année dernière, par exemple. Voilà, donc probablement qu'on va arriver autour des 50% d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, il y a d'autres types de violences qui arrivent à la cellule et qui existent dans le champ du sport. Tu veux y aller ? Sur les mises en cause, on en a parlé, 81% des mises en cause sont des éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles. Bon, c'est normal puisque c'est le public le plus important. Et surtout, on va en reparler aussi, il y a une loi qui a été votée très récemment, le 8 mars 2024, qui permet aussi de mettre en cause les dirigeants, donc présidents, membres de bureaux, enfin voilà, toutes les personnes en responsabilité au sein des bureaux des clubs, qu'auparavant on ne pouvait pas interdire, et qui désormais peuvent être interdites. Voilà, donc c'est pareil, c'est un chiffre en fait qui va changer dans les prochaines années. Ensuite, vous voyez, parmi tous les signalements qu'on reçoit, il y a énormément de faits qu'on transmet au parquet. Très souvent, on est sur des faits pénalement répréhensibles. Donc, soit la victime elle-même a déposé plainte ou ses représentants légaux, soit au niveau de l'administration, on se charge d'une transmission au parquet pour ouverture d'une enquête pénale. J'ajoute que cette année, on a créé un nouveau partenariat avec l'Office des mineurs de la Direction nationale de la police judiciaire, partenariat privilégié où on s'échange des informations hebdomadaires sur les sujets et où de nombreux signalements nous ont été portés à connaissance par l'OFMIN. Et de notre côté, nous avons on a permis que plusieurs enquêtes pénales s'ouvrent grâce au signalement qu'on avait fait à ce nouveau service qui vient d'être créé et qui a une compétence nationale sur l'ensemble des parquets qui concerne toutes les violences dites institutionnelles, c'est-à-dire on ne parle pas de violence intrafamiliale, mais tout ce qui se passe à l'école, dans le mouvement sportif, etc., va être traité par ce service-là. Ça, c'est un nouveau partenariat et ça fonctionne bien. Et enfin, dernier chiffre, on a 49 fédérations sportives concernées par des signalements en 2024. Pour nous, c'est le chiffre qui nous permet de dire plus personne ne peut nous dire « pas chez moi ». Ça n'existe pas. Toutes les fédérations sportives et toutes les disciplines sont concernées par des faits de violence. C'est pour ça qu'on refuse de vous faire apparaître le top 10 des fédérations où on a le plus de signalements, déjà parce que c'est évidemment corrélé au nombre de licenciés, et que par ailleurs,
on se rend compte que les fédérations qui sont dans le top 10, c'est finalement celles qui ont peut-être le plus travaillé sur la prévention des violences, sur la mise en place d'un circuit interne de signalement, sur le conventionnement avec des associations qui vont venir recueillir la parole, accompagner les victimes, etc. Et on s'inquiète un peu plus des fédérations dans lesquelles il ne se passe rien. Donc voilà, le top 10, pour nous, c'est vraiment contre-productif de le publier. Et de toute façon, il y en a partout. Donc il n'y a pas un sport qui est plus accidentogène que d'autres. Les violences sont propres à chacune des disciplines, même si il y a certaines typologies de violences qui peuvent être propres à certaines pratiques. Je pense notamment au sport à maturité précoce, où évidemment on a des phénomènes d'emprise qui se produisent un peu plus, etc. etc. C'est bon ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non ? Alors là, on vous a détaillé un tout petit peu plus, notamment sur les victimes. On a 73% des victimes qui sont de sexe féminin. Pareil, ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on sait très bien que quand on est un garçon, c'est pas aussi simple que ça de dire qu'on a été victime de violences, encore plus quand ces violences ont été perpétrées par un homme. Voilà, et qu'on a un pourcentage important de très jeunes garçons qui sont victimes et que plus on avance en âge, moins on a de signalements qui les concernent. Est-ce que c'est parce qu'ils ne parlent pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y en a moins ? On n'a pas fait d'études scientifiques sur le sujet. Nous, c'est ce qu'on ressent au niveau de la cellule, mais c'est pas si simple. Donc des chiffres à prendre avec des pincettes. 71% des victimes étaient mineures au moment des faits, ça c'est beaucoup plus établi. Ou, dirait ma directrice, au moment où on commençait les faits. Voilà, donc 17 ans et demi, ça fonctionne. Très souvent, les violences, notamment à caractère sexuel, durent sur plusieurs années et elles vont être révélées à l'issue de la carrière sportive ou voilà, quand on y met un terme. Donc on compte, nous, à partir du démarrage des violences. Donc on a quand même beaucoup de victimes mineures, mais on constate que malheureusement, les femmes restent victimes tout au long de leur vie. Et j'ajoute, on a beaucoup, alors il faudrait quantifier, mais on a beaucoup de signalements sur des faits anciens. Justement parce que c'était impossible de parler il y a 20 ans, 30 ans, même 40 ans. On a des signalements qui datent des années 80. Donc non seulement c'était pas possible de parler, et puis d'autre part, pour les violences sexuelles, et notamment les violences sexuelles les plus graves, bon, j'imagine que vous le savez puisque ça commence à être quand même très connu cette idée, mais qu'on met du temps à parler parce que c'est extrêmement difficile. Et donc ça, c'est aussi c'est une vraie question sur le traitement, mais ça vaut pour le judiciaire aussi, de comment recevoir et comment traiter le signalement de quelqu'un pour des faits extrêmement anciens. Et puis, dernière statistique, vous voyez quand même que dans 1 cas sur 3, le signalement qui nous est fait concerne un gamin de moins de 15 ans. Donc on est vraiment sur des violences qui peuvent concerner des tout petits. Ça existe, ça arrive. Et ces signalements-là, ils doivent être faits. Et ils nécessitent souvent d'activer d'autres leviers, de la procédure pénale, le 119 pour enfants en danger, la CRIP parfois quand on se rend compte qu'il y a des problématiques dans la cellule familiale, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention pour nous. Et puis peut-être le nombre de signalements, vous l'avez compris, qui est en forte hausse. Là, nouveau, à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que la cellule Signal Sport est de mieux en mieux connue. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de violence dans le sport, mais bien que la parole se libère de plus en plus et qu'on est de plus en plus connu et que donc on va nous écrire de plus en plus. Voilà. Malgré tout, vous voyez l'augmentation du nombre de signalements. Au 30 septembre, on avait déjà dépassé le nombre de signalements par rapport à l'année dernière. Voilà, ça c'est les chiffres depuis la création de la cellule. Je ne m'arrête pas sur les stats. Tout ça pour vous dire 1600 signalements depuis la création de la cellule. On est quand même sur un volume qui est assez conséquent. Se dire que tout ça concerne nos clubs, nos fédérations. Donc on est sur parfois des très gros signalements. Ça va de l'insulte à des violences à caractère sexuel extrêmement graves, des crimes. Donc voilà, et c'est pas rare. C'est-à-dire que ça constitue quand même une part importante de nos activités, tout ce qui concerne les dossiers très sérieux. Voilà, on n'est pas sur un cas par semaine. Je ne sais pas comment tu le décrirais, mais tous les jours, on reçoit un signalement de violence à caractère sexuel pour des faits graves.
Voilà, et puis je vous le disais, on est presque à 800 mesures administratives prises par les préfets de département pour écarter les personnes mises en cause. Très concrètement, à l'issue de la procédure, quand on détermine que la personne présente un danger pour les pratiquants, le préfet le département signe ce qu'on appelle une mesure de police administrative qui correspond à une mesure d'interdiction d'exercer. Très concrètement, les personnes n'ont plus le droit d'être dans les clubs, elles ont simplement le droit de pratiquer. C'est la seule chose qu'on leur autorise, elles ont le droit de pratiquer. En revanche, en aucun cas, elles ne peuvent être en responsabilité dans un club, dirigeant, éducateur, arbitre, surveillant de baignade et intervenant auprès de mineurs. Voilà. Et notre statistique dont on est plutôt fiers, parce que ça manifeste le travail des services de l'État sur ce sujet, près d'un signalement sur 2 aboutit à une mesure de police administrative. Donc, signaler les faits, on n'en fera pas rien. Ça aboutit vraiment à quelque chose, à des mesures de police qui permettent de protéger nos pratiquants dans les clubs. Et le préfet, il a 2 outils. Il a la mesure en urgence. Donc là, quelqu'un qui représente un danger immédiat dont on a connaissance, le préfet a le pouvoir de le retirer tout de suite. Donc c'est une mesure prise en urgence qui dure 6 mois. Et puis qui peut continuer à courir si la personne fait également l'objet d'une enquête judiciaire. Et son deuxième outil, donc là qui nécessite enquête administrative, réunion d'une commission, etc., c'est les mesures administratives pérennes, où là la personne sera interdite d'exercer pendant une période qui peut aller de 3 mois à 30 ans, voilà, ou plus. Tout à fait. Ça, c'est les mesures individuelles et le préfet a toujours à sa main ce qu'on appelle la fermeture d'établissement, c'est-à-dire que quand on estime qu'il y a des dysfonctionnements majeurs au sein d'un club, que ce n'est pas uniquement lié à une personne, on a tout à fait la possibilité de fermer un établissement à ce titre. C'est plus rare. Je pense qu'il faut qu'on avance. Hein ? Il faut qu'on avance un peu. Ah, pardon. Dernière chose dont je voulais vous parler, la généralisation du contrôle d'honorabilité. Est-ce que vous savez ce que c'est le contrôle d'honorabilité ? C'est quand les services de l'État procèdent à la vérification des antécédents judiciaires des personnes. Depuis 2020, en fait, depuis toujours, les éducateurs sportifs c'est une profession réglementée et ils sont soumis, 1, à l'obligation de diplôme et 2, à l'obligation d'être honorables, c'est-à-dire de ne pas avoir sur leur casier judiciaire ou le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes des infractions qui les conduiraient à ne pas pouvoir être éducateurs en club. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, la ministre a décidé d'élargir cela à tous les bénévoles du sport. Donc aujourd'hui, depuis 3 ans, il y a plus de 2,8 millions de bénévoles du sport qui ont fait l'objet d'un contrôle d'honorabilité par nos services. Donc quand vous prenez une licence éducateur dans un club, affilié à une fédération agréée, la licence va être déposée sur ce qu'on appelle le système d'information honorabilité et il va y avoir un contrôle automatisé du FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Si vous êtes inscrit au FIGES, après ça, les services départementaux vous notifient une incapacité d'exercer et vous ne pouvez plus exercer en club. Donc tous les bénévoles désormais, en tout cas on est sur une montée en puissance, je ne dirais pas tous, mais 2,8 millions de personnes ont fait l'objet de ce contrôle en France depuis 3 ans. Donc si vous avez une licence de ce type dans un club, vous avez probablement fait l'objet de ce contrôle. Depuis le début de l'année, 1,2 million de personnes contrôlées. Et vous voyez, près de 600 personnes qu'on a écartées du champ sportif parce que très concrètement, ils étaient inscrits sur un fichier judiciaire pour viol, agression sexuelle, proxénétisme, actes de torture et de barbarie, peu importe, j'en passe. 600 personnes qui, très concrètement, étaient déjà dans les clubs. On n'a pas interdit des gens d'aller dans des clubs, c'était des gens qui étaient dans les clubs depuis des années potentiellement, et qui un jour, ils ont pris leur licence, elle a été soumise à notre système d'information, et on leur a dit, désolé, vous ne pouvez plus exercer en club. Voilà, donc on n'est pas sur un volume, on n'a pas interdit 3 personnes, hein, il y a 600 personnes qui, très concrètement, étaient des prédateurs sexuels, parce que c'est quand même notre cible, étaient dans les clubs, et aujourd'hui, n'ont plus le droit d'y être. Voilà. Donc on poursuit ce travail pour augmenter ces chiffres encore, mais on est vraiment sur une augmentation très concrète de l'activité de ce point de vue-là. Voilà, simplement pour vous dire qu'on a eu une campagne de communication massive au printemps dernier. Vous dire que tous ces éléments-là sont sur notre site
sport.gouv.fr, que vous pouvez les retrouver. On a toute une boîte à outils sur la lutte contre les violences et notamment des affiches, mais aussi des choses que vous pouvez poster sur vos sites internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, on a toute une panoplie de types de communication différentes qui ont vocation à ramener vers Signal Sport qui centralise l'ensemble des informations. Voilà. Et puis on en arrive peut-être au sujet principal, à savoir quel est le rôle des collectivités dans la mise en œuvre de cette politique publique, qui est quand même portée essentiellement par le ministère des Sports. Mais les collectivités ont un vrai rôle à jouer pour soutenir cette politique publique. Alors, moi j'ai repéré plusieurs aspects, peut-être que vous en aurez d'autres à soumettre, mais pour nous, ça commence déjà avec la formation des dirigeants des établissements d'activité physique et sportive, ce qu'on appelle les EAPS. Alors, des formations qui peuvent se faire au niveau des collectivités ou au niveau des comités départementaux, mais qui ont vocation évidemment à former à la gestion associative, quand même, qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, et aussi aux responsabilités des présidents de clubs. Eliette parlait de la loi du 8 mars 2024. Depuis le 8 mars 2024, il est écrit dans le Code du sport que les présidents de clubs sont dans l'obligation de signaler les faits de violence au préfet de département. Ça, on sait qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui n'ont pas conscience de cette responsabilité légale, désormais, et qu'ils ne savent pas nécessairement comment signaler quoi, à qui, etc. Et pour nous, ça fait partie du rôle des collectivités que d'informer sur ces nouvelles obligations réglementaires qui incombent aux exploitants de APS, aux dirigeants, très concrètement. Également aux comités, aux ligues et aux fédérations sportives. Et j'allais ajouter que, en fait, quand il arrive un fait de violence, et particulièrement pour les violences sexuelles dans un club, c'est extrêmement difficile pour un président ou une présidente de gérer ce qui se passe. Déjà parce qu'on est bénévole, c'est pas notre métier de gérer ce type de problème. Donc il faut que les présidents, membres des bureaux des clubs, sachent que en fait, la municipalité les soutient, que le service des sports pourra les soutenir, que quelqu'un à la municipalité saura comment faire le signalement. En fait, c'est vraiment très très important parce que ça protège les associations. Ça permet aussi aux clubs de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis ça protège aussi les encadrants, puisque là on a vraiment parlé du fait de retirer les encadrants, protéger les victimes, etc. Mais en fait, il y a aussi un rôle pour nous et pour vous de protéger les présidents, protéger les trésoriers. Alors ça ne veut pas dire mettre sous le tapis, au contraire. Mais justement, quand on fait de la prévention, quand la ville permet qu'il y ait des ateliers de prévention dans des clubs, par exemple, ça veut dire en fait qu'on va apprendre les bonnes pratiques et typiquement ne pas vouloir régler le problème en interne. Ça, c'est quelque chose, nous, qu'on retrouve beaucoup à la cellule, où en fait, 6 mois après les faits, il y a un président de club qui nous dit « Oui, en fait, il s'est passé ça et il a voulu régler en interne. » Et c'est un réflexe qu'on peut avoir tout un chacun, mais qui est catastrophique pour soi, pour le club, pour la victime, pour la personne qui est mise en cause. Donc ça, c'est un vrai travail que nous, on essaye de faire à notre échelle, que les services font en département et que dans les villes, vous pouvez faire aussi, de faire savoir à vos clubs qui peuvent être accompagnés là-dessus. Voilà, j'insiste, vos interlocuteurs en collectivité sont les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, placés sous l'autorité des préfets de département. En général, ils sont dans les locaux de l'éducation nationale et c'est eux qui font ce travail-là et qui seront tout à fait à même de vous accompagner pour intervenir avec les collectivités, auprès des collectivités, pour faire ce type d'action. Dans la même veine, on a accompagné les structures dans leur stratégie de prévention. On peut conventionner avec des associations partenaires qui sensibilisent. On a parlé des dirigeants, mais c'est aussi important de sensibiliser les parents, de sensibiliser les bénévoles, de sensibiliser les éducateurs d'une collectivité. Voilà, tout public en fait à la prévention des violences et des discriminations. J'élargirai un peu, là on est très focus sur les violences, mais on a une politique plus large de prévention des discriminations. Et pour nous, c'est essentiel que le canal local puisse participer à ces sensibilisations-là. Vous doutez, nous, on est 10 dans notre bureau, 3 à la cellule. On ne peut pas, en tant que service de l'État, d'administration centrale, assurer ces formations grand public. On est obligé de passer par nos antennes locales. Et donc, les services déconcentrés, SDJES, peuvent vous accompagner dans ces sensibilisations. À minima, vous apporter des outils. On en a plein, de la documentation, etc., pour que vous puissiez conduire cette politique-là. J'ai trouvé d'autres choses. Par exemple, je sais que certaines municipalités ont conditionné leurs subventions ou la mise à disposition de certains locaux au suivi
des formations de lutte contre les violences. C'est-à-dire que lorsque vous attribuez une subvention ou que vous mettez à disposition un local, vous signez une convention en général avec l'association concernée, vous pouvez totalement inscrire dans ces conventions-là que l'association, à ce titre, s'engage d'être particulièrement exemplaire sur ce sujet et de suivre la formation que la collectivité propose pour ses dirigeants ou pour ses éducateurs. Voilà. On a la mairie de Grenoble qui fait ça, par exemple. Toutes les aides sont conditionnées au suivi d'une formation sur les violences à caractère sexuel. Voilà, donc c'est tout à fait faisable et ça, c'est vraiment un outil que vous avez à la main des collectivités. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'affichage. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui, culturellement, est encore inscrit dans les clubs. Chaque fois qu'on va dans un club, il y a 0 affichage sur la lutte contre les violences ou les discrits, sauf à Paris un petit peu. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a fait une campagne de com, donc vous pouvez vous resservir. Vous êtes aussi tout à fait en droit de faire vos propres affiches, vos propres flyers, vos propres logos, dès lors que tout renvoie vers la plateforme Signal Sport, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le ministère des Sports puisse en être informé, mais il n'y a aucun problème pour que vous fassiez vos propres supports. Et que vous ayez votre propre canal de signalement. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est quand même de se dire que les victimes ont le choix dans le signalement qu'elles vont pouvoir faire. Si elles veulent s'adresser au ministère, elles s'adressent au ministère. Si elles veulent s'adresser à la fédération, elles s'adressent à la fédération. Si elles veulent s'adresser à la police, elles s'adressent à la police, etc. etc. Pour nous, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait plusieurs canaux de communication dès lors que l'information est transmise aux personnes qui peuvent agir pour faire cesser les violences. Donc c'est pour ça qu'on demande simplement à ce que Signal Sport soit identifié sur vos écrits, vos supports, voilà, pour que les victimes sachent qu'in fine, elles peuvent se tourner vers Signal. Et puis je rappelle le 119 de droit commun, donc Allo Enfance en danger, il est obligatoire d'afficher le 119 dans tous les établissements qui accueillent des mineurs. Donc on n'est pas que sur du sport, mais évidemment le sport en fait partie. Le 119 doit être affiché et je vous rappelle que c'est un partenaire essentiel dans la lutte contre les violences dès lors que ça touche des gamins. Voilà. Par ailleurs, l'affichage Signal Sport va bientôt être obligatoire. Je m'avance un tout petit peu. Mais dans le nouveau projet de loi, a priori, on aurait l'obligation d'afficher Signal Sport au même titre que le 119. Donc, vous pouvez déjà vous avancer un peu et préparer l'affichage qui concerne ça. Et si vous n'avez pas envie, vous reprenez simplement nos affiches. Elles sont très bien. Elles datent de mars. Ça fera tout à fait l'affaire. Une dernière chose que j'avais identifiée, tout ce qui concerne le règlement intérieur des EAPS, on se rend compte que très souvent, tout ça n'est pas forcément réfléchi en termes d'utilisation des espaces, d'utilisation des vestiaires, de déplacement, de communication avec les parents, de groupes WhatsApp où il n'y a que des gamins de moins de 15 ans dessus, etc. etc. C'est important pour nous que les EAPS aient un règlement intérieur qui soit un peu réfléchi à l'aune de cette politique publique-là. Et qu'en fait, il y a plein de choses à faire dans le règlement intérieur pour parfois prévenir les violences à caractère sexuel. Souvent, enfin c'est arrivé, on a en fait la personne qui a les clés de tous les vestiaires qui finalement va réussir à s'enfermer avec un ou deux gamins et commettre des délits à caractère sexuel sur ces derniers. Bon, si on réfléchit un peu à la manière dont sont organisées l'attribution des vestiaires, qui a les clés, qui les gère, est-ce que ce sont les gamins, est-ce que ce sont les éducateurs, est-ce que c'est une personne unique qui gère tout, etc. etc. Ça permet parfois de prévenir certaines violences, notamment à caractère sexuel. Voilà. On sait que ça peut se passer dans les locaux de stockage, dans les vestiaires, lors des déplacements totalement, les nuits d'hôtel, les déplacements en car. Voilà, tout ça, c'est fondamental d'y avoir réfléchi pour prévenir au maximum les violences à caractère sexuel. Est-ce qu'il y a des questions? Juste qu'on a bientôt fini notre temps. Donc, Merci beaucoup pour votre intervention qui est très intéressante et utile. J'ai juste une question par rapport au contrôle d'honorabilité. Est-ce que d'une fédé à une autre, ça communique? Exemple, si je suis éduque côté foot et qu'on m'interdit d'être éduque, est-ce que si je pars à la boxe, il y a une vraie communication entre les fédés? Merci. Excellente question. Ça va communiquer d'un point de vue administratif. Donc, si quelqu'un est interdit par le préfet d'un département, en fait, la mesure nous revient et on l'inscrit dans un fichier qui s'appelle le fichier des cadres interdits. Et donc, en fait, cette personne ne pourra plus aller dans n'importe quel sport. En revanche, sur le contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire ce qui passe au SI,
Dans la mesure où on fait un contrôle sur la base de fichiers qui sont préexistants, nous n'avons pas le droit de constituer un fichier de fichiers. Par exemple, un B2 ou un FIGES du sport n'a pas le droit de le constituer, c'est interdit par la CNIL. Dès lors, on en informe la fédération concernée par la licence, par le licencié. Et ce qu'on fait, c'est qu'on en informe toutes les fédérations qui proposent la même discipline. Par exemple, on reçoit une interdiction en triathlon, on va informer le cyclisme, la natation et l'athlétisme. En revanche, non, on n'informe pas la terre entière d'une incapacité qui est prise au foot. On n'a pas le droit de communiquer à des tiers une décision administrative défavorable. Voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. Donc on ne pourra pas faire ça. En revanche, il va retomber dans la moulinette, c'est-à-dire que 6 mois après, on va le retrouver. Mais il n'y a pas de communication automatique de ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, merci pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant pour le coup. Moi, j'aurais une question concernant la protection des personnes qui signalent. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des cas, surtout dans les fédérations, où au final, tout ce qui est données, les mails, les adresses, les noms et prénoms des personnes qui signalent, et pas que les victimes, sont communiqués auprès en fait, des personnes qui sont accusées. Et du coup, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à tout ça ? Merci. Alors, il y a des réponses différentes là aussi. Nous, quand on reçoit un signalement de la part d'une victime ou de proches de victime à la cellule, on demande l'autorisation à la personne signalante avant de le transférer en fédération. Donc, si la personne dit « je ne veux pas », on ne le fait pas. Ensuite, du point de vue administratif, au moment de l'enquête administrative, quand il y a prise d'une mesure en urgence, il n'y a pas de nom de victime. Le mis en cause ne sait pas la victime. Alors, souvent, c'est possible que la personne qui est mise en cause s'en doute. Mais là, non. Par contre, au moment de l'enquête, en fait, le mis en cause, il a le droit à se défendre, comme dans une procédure judiciaire. Et donc, au bout de l'enquête, il verra les auditions qui ont été faites, etc., pour pouvoir se défendre. En revanche, il y a quand même une attention qui est portée à la mise en danger. Donc, on a la possibilité dans les services d'anonymiser les noms, y compris des témoins, pour la même raison. Voilà. Ensuite, c'est pas parfait. Du point de vue disciplinaire, c'est-à-dire dans les fédérations, c'est pareil, il y a une attention qui est portée si la personne demande l'anonymat, s'il y a un réel risque pour elle, mais c'est pas parfait. Ouais, Une autre question ? Toujours sur le contrôle d'honorabilité, je voulais savoir, au niveau associatif, donc c'est conditionné à la prise de licence fédérale. Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'association, demander un contrôle d'honorabilité ? Non, vous ne pouvez pas. Le principe, c'est que c'est la prise de licence qui va nous permettre de créer le lien juridique entre le licencié, la fédération et du coup le SI honorabilité. Vous voyez la suite, c'est-à-dire que si vous, en tant qu'association, vous ne licenciez pas les personnes qui interviennent auprès des gamins, il n'y a aucun contrôle possible. D'où le fait que nous, on argumente pour obliger à la prise de licence, pour s'assurer que les personnes sont bien contrôlées. Par ailleurs, on ne répond jamais à un dirigeant associatif, enfin si on lui répond, mais on lui répond qu'on ne peut pas le faire. On ne fait pas de contrôle d'honorabilité manuel à la demande d'un dirigeant associatif. En revanche, il appartient au dirigeant de s'assurer de la prise de licence et de la bonne catégorie de licence. Si vous prenez une licence pratiquant pour quelqu'un qui va encadrer, il ne va pas passer au SI honorabilité. Voilà, donc ça c'est votre responsabilité. Prise de licence et bonne catégorie de licence. Ensuite, le reste, c'est de la responsabilité de la fédération et du ministère des Sports. On a peut-être le temps pour une dernière question. C'est bon. Merci pour votre attention. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il y a tout sur le site du ministère des Sports, hein, toute la documentation utile. On a vraiment beaucoup de choses, plusieurs boîtes à outils. N'hésitez pas à vous en servir, c'est fait pour. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à signal-sport@sport.gouv.fr. Merci beaucoup. Merci.